1997, un drôle d'ovni atterrit sur les écrans américains. Des bonhommes en papier mal découpés, une animation bancale, des répliques à faire rougir des bouchers. Excuse-moi. Oh, regarde, c'est une frite, on dirait. Ah oui. Et dès le premier épisode, un enfant se fait exploser le fondement par une sonde extraterrestre. Oui, je n'ai pas choisi le mot ovni par hasard. En quelques jours, la série est déclarée ennemi public numéro 1. You're not a social scientist, obviously, but from what you see, do you think that the young people that you have to deal with in the criminal justice system, do you think that they were corrupted somehow by the popular culture? Les ligues de vertu hurlent à tout rompre, les journaux parlent d'un dessin animé satanique, des politiciens exigent son interdiction. Mais grâce à ça, tout le monde a envie de regarder. Je parle évidemment de South Park. Plus de 25 saisons plus tard, Kenny meurt encore de temps en temps, Cartman est toujours aussi infect. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et les deux créateurs viennent de toucher le pactole, un contrat de 900 millions de dollars. Alors, comment ce délire potache, bricolé sous acide dans un garage, est-il devenu un monument de la culture pop mondialisée? Pourquoi South Park n'a-t-il jamais été annulé malgré les vagues de contestation? Et si, derrière les paix, les injures et les blagues douteuses, se cachait en réalité l'une des séries les plus lucides de notre époque? Bienvenue sur Archeo Toys, voici l'histoire improbable d'un cartoon mal élevé, devenu un empire du subversif. Et cette vidéo vous est présentée par Double Dragon Revive. En 87, on découvrait deux frères capables de régler tous les problèmes du monde à coups de poing. Billy et Jimmy Lee, les héros de Double Dragon. C'était moche, brutal et tellement satisfaisant. 38 ans plus tard, Double Dragon Revive remet le moteur en marche. Et pas n'importe comment. C'est Arc System Works, les mecs derrière Guilty Gear qui reprennent les manettes, les bastons en 3D, les combos façon jeu versus, les ruelles pleines de brutes pixelisées, tout est là. Et cette fois, c'est plus fluide, plus nerveux, mais toujours aussi sale. Le jeu est sorti le 23 octobre 2025 sur toutes les plateformes, et franchement, si tu veux savoir à quoi ressemblait la sueur dans les années 80, mets un bandeau rouge, prends ton joystick, et prépare-toi à sauver Marianne. Encore une fois, Double Dragon Revive, c'est pas un remake, c'est une résurrection. Mais trêve de réclame, revenons à nos garnements. Il est trop marrant, vous trouvez pas? Avec toutes ces super vannes sur Cartman qui est pauvre. Tout a commencé à l'université de Boulder, dans le Colorado. C'est là que deux étudiants un peu marginaux, Trey Parker et Matt Stone, se croisent sur les bancs d'un amphithéâtre. L'un étudie le cinéma, l'autre les mathématiques, et tous les deux partagent un goût prononcé pour l'absurde, le mauvais goût assumé et les marionnettes en carton. En 92, ils réalisent un court-métrage bricolé à la main, The Spirit of Christmas. Un bonhomme de neige tueur, un Jésus vengeur et 4 enfants au langage fleuri. Le ton est donné, irrévérencieux, blasphématoire et bizarrement drôle. Le film circule en VHS dans les couloirs des studios hollywoodiens, jusqu'à atterrir sur le bureau de Brian Graden, un jeune cadre de la Fox. Séduit, il leur commande en 1995 une version un peu plus aboutie, qu'il pourra offrir à ses amis comme une carte de Noël sur VHS. Et ce nouveau cours, baptisé Jesus vs Santa, devient un phénomène clandestin. Copié, recopié, diffusé sous le manteau. South Park est donc né sans vraiment le savoir, parce que cette fois-ci les enfants ont maintenant un nom. Stan, Kyle, Cartman et Kenny. Le ton est toujours aussi corrosif, mais cette fois le potentiel est évident. Trey Parker et Matt Stone entament alors des discussions avec la Fox pour adapter leur univers en série télé. Le projet avance, jusqu'à ce que surgisse un personnage encombrant. Monsieur Hanky, le caca Noël. La Fox est catégorique. Ce personnage scatologique est inacceptable. Il doit disparaître des scripts. Mais Parker et Stone, fidèles à leur irrévérence, vont refuser. Pas de Mr. Hanky, pas de série. Mais nous garderons dans nos cœurs tant son esprit que son odeur. Les négociations s'arrêtent net. Et c'est alors qu'intervient Comédie Centrale. La petite chaîne câblée, en quête de contenu audacieux pour élargir son audience, saute sur l'occasion et elle offre à Parker et Stone une carte blanche. Le 13 août 97, South Park fait donc enfin ses débuts. Cartman est abject. C'était juste un rêve.
Et je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Kenny meurt dans un coin de l'écran et les ovnis sont déjà là. Mais rien ne sera plus jamais pareil. Le carton est monumental. Dès la première diffusion, la série parvient à réunir près d'1 million de téléspectateurs. Et personne n'est vraiment prêt. Ni les critiques, ni les téléspectateurs, ni même la chaîne. Parce que d'emblée, ce tout premier épisode pose les bases. Des gros mots, des extraterrestres, des flammes gastriques et des situations totalement grotesques. Le style est rudimentaire, l'humour est frontal et les tabous sont joyeusement piétinés un par un. Où est cette chose ahurissante que vous vouliez nous montrer? Eh bien, elle est dans la chambre à coucher. Venez, mesdames. Pourtant, l'effet est immédiat. En quelques semaines, South Park devient l'émission la plus regardée de l'histoire de Comédie Centrale. Un carton absolu, mais aussi un cauchemar pour les associations conservatrices. Les protestations pleuvent. Le Parents Television Council dénonce une série immorale et toxique pour les enfants. La presse s'empare du phénomène, certains journaux crient à la déchéance télévisuelle, tandis que d'autres saluent un humour anticonformiste salutaire. Mais ce qui choque le plus, c'est pas l'outrance. C'est parce que ce sont des enfants qui la portent. Cartman, Kenny, Kyle et Stan n'ont que 8 ans. Et ils parlent comme des quarantenaires bourrés dans un bar miteux. Marseille, t'ont mis un truc dans ton cul? Non! Sonde anale? Toi la ferme, conne Michel! Le contraste est tellement saisissant qu'il déclenche fascination et répulsion à part égale. Et puis, il y a Kenny, ce petit garçon qui meurt dans quasiment chaque épisode. Souvent dans l'indifférence générale. Oh mon dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Parfois même de manière absurde, voire totalement grotesque. C'est une forme de running gag, hein, mais aussi une manière pour Parker et Stone de tester les limites du bon goût. Alors, les critiques s'accumulent, mais plus les polémiques grandissent, plus les audiences explosent. South Park va devenir en l'espace de quelques mois le cauchemar des puritains et le refuge des adolescents en manque de provocation. À la fin de la première saison, plus de 5 millions d'Américains regardent chaque épisode. La série est traduite, exportée et commence à s'imposer comme une référence. Comédie Centrale, qui n'était jusque-là qu'une petite chaîne câblée, devient une plateforme incontournable. Et surtout, South Park prouve une chose essentielle. On peut faire rire avec ce qui dérange. Et ça, c'est probablement ce qui inquiète le plus. Je savais pas que c'était si dur la vie pour toi. J'ai compris maintenant. Bon, alors est-ce que tu vas me tuer, Billy? Oh oui, je le ferai, grand-père. Mais avant même que la série devienne un phénomène mondial, ces deux créateurs étaient déjà des esprits inclassables. Leur univers, c'est celui du cinéma fauché, du bricolage de génie et du mauvais goût assumé. Leur duo a tout pour être explosif. En 93, ils tournent leur premier long métrage, Cannibal the Musical, une comédie gore inspirée d'une histoire vraie de cannibalisme dans le Colorado, où Trey Parker joue, réalise, chante et compose les musiques. Le film est produit par Troma, le célèbre studio de série Z, et c'est mal joué, c'est mal filmé, mais c'est incroyablement drôle. Alors quand South Park fait ses débuts à l'écran, ils signent leur premier vrai film hollywoodien, Captain Orgasmo, l'histoire d'un missionnaire mormon qui devient star de film pour adultes pour financer son mariage. Évidemment, personne ne sait comment vendre un film pareil, mais Parker et Stone s'en moquent. Ils continuent d'expérimenter, persuadés qu'un jour, leur humour trouvera son public. Et pour ça, ils ont besoin d'un peu d'argent. Et coup de chance, avant même que South Park n'explose sur les écrans en 97, la machine à cash est déjà en marche. Parce que dès la diffusion du pilote, Comédie Centrale a senti qu'il tenait un truc. Un dessin animé grossier, vulgaire, animé avec 3 bouts de papier découpés, bref, tout ce que la télé américaine déteste, et donc tout ce que le public adore. Alors, avant même que le deuxième épisode ne soit diffusé, les premiers t-shirts South Park envahissent les magasins. Cartman, Kyle, Stan et Kenny, avec leurs têtes rondes et leurs répliques censurées, deviennent instantanément des icônes pop. Résultat, 30 millions de dollars de ventes, avant même que la première saison ne soit diffusée en entier. C'est un peu comme si Kaamelott avait vendu des mugs, c'est pas faux, avant de tourner le pilote. Mais là où ils sont forts, c'est que Trey Parker et Matt Stone ont signé pour toucher un important pourcentage de tout ce merchandising. Et en moins d'un an, l'engouement devient incontrôlable. Les fans s'arrachent les stickers, les casquettes, les peluches. C'est que chaque jouet est un petit concentré d'irrévérence. Et dans certains états américains, ces objets sont même interdits à la vente aux mineurs. Rien de mieux pour que ça se vende encore mieux. Fin 98, le merchandising South Park a déjà généré plus de 150 millions de dollars de recettes. South Park, c'est un peu la satire ultime, jusque dans son propre business model. Une série qui crache sur la société de consommation,
tout en vendant des peluches, des figurines et des serviettes à son effigie. Un paradoxe total, et peut-être le secret de sa longévité. South Park, c'est la critique du système, vendue pour 29,99 € dans ta boutique préférée. Et justement, en 99, alors que la série n'en est qu'à sa 3e saison, Trey et Matt vont décider de se lancer dans l'inimaginable. Adapter South Park en film musical. À l'aube du 3e millénaire, les logiciels d'effets spéciaux et d'animation se développent de façon exponentielle. Warner Bros est fier de vous présenter la quintessence technologique en matière d'animation. Les plus grands créateurs mondiaux du genre ont collaboré avec les meilleurs infographistes japonais. Ils ont disposé d'un budget de plus de 630 millions de dollars pour vous offrir aujourd'hui le film d'animation le plus abouti que l'on ait jamais vu. Lâche-toi, disco sensation. Vas-y, mets le feu, disco sensation. Oh putain, je sens que ça va être vraiment grave. Contre toute attente, South Park Bigger, Longer and Uncut est un long métrage d'animation cinémascope avec orchestre symphonique, numéros chantés et des paroles qu'aucune chaîne de télévision n'aurait jamais osé diffuser. Le pitch, les enfants de South Park découvrent un film canadien ultra vulgaire et commencent à parler comme des charretiers. Les parents s'affolent, déclarent la guerre au Canada et Satan, littéralement, prépare son retour sur Terre, main dans la main avec Saddam Hussein. Le film est une satire brillante de la censure, du politiquement correct et du puritanisme américain. Mais c'est aussi une comédie musicale à part entière. Chaque chanson est à la fois hilarante et parfaitement orchestrée. Petit détail rigolo, j'avais moi-même 13 ans lorsqu'il est sorti au cinéma et mes parents m'ont strictement interdit de le voir. Je peux avoir 5 tickets pour Terrence et Philippe dans les culs de feu, s'il vous plaît? Non. Mais contre toute attente, le film est quand même acclamé par la critique, nominé aux Oscars pour la meilleure chanson originale, interprétée sur scène par Robin Williams, et il va devenir un phénomène mondial lui aussi. Détail croustillant, les deux créateurs se présenteront à la cérémonie, habillés en robe de soirée et passablement défoncés aux acides. Ce long métrage marque surtout un tournant. South Park n'est plus simplement un dessin animé provocateur, c'est une œuvre capable de critiquer la société américaine à travers ses propres codes, avec humour, musique et un paquet de tripes. Ce film est encore aujourd'hui régulièrement cité parmi les meilleures adaptations de séries télé au cinéma. Parce qu'il ne cherche pas à élargir son public, il fait l'inverse. Il fonce tête baissée dans tout ce que la série ne pouvait pas faire à la télé, et il en sort encore plus libre que jamais. Parce qu'à partir de la saison 4, South Park entre dans une nouvelle dimension. L'animation s'affine, un peu, les intrigues gagnent en ambition, et surtout, les cibles deviennent plus nettes. Et ce serait pas la mère de Cartman? Eh oui, très amusant. C'est la mère de Cartman. La série ne se contente plus de choquer, elle dissèque. La politique, la religion, les célébrités, les parents, plus personne n'est épargné. Alors on aurait pu croire que les sommets étaient atteints, mais la suite va s'avérer encore plus corrosive. Parce qu'en ce début des années 2000, la télévision américaine est obsédée par la bienséance. Chaque juron est bipé et chaque mot interdit pèse des milliers de dollars d'amende. La FCC, l'autorité des communications, impose une forme de terreur morale. Mais Parker et Stone vont avoir une idée. Prononcer le mot de Cambronne 162 fois dans un seul épisode. Et le compter à l'écran comme une expérience scientifique. Et à la fin, les habitants de South Park découvriront que dire ce mot trop souvent déclenche une malédiction médiévale. La satire est limpide, plus on veut censurer, plus on donne de pouvoir aux mots. Résultat, un scandale national, mais aussi un record d'audience. Et l'épisode devient un tournant historique. Le mot merde venait de passer à la télévision américaine en clair, plus d'une centaine de fois. Mais un peu d'avance rapide et allons jusqu'en 2005. Alors que commence la saison 9, l'Amérique enchaîne les scandales liés à des violences perpétrées par des prêtres. L'opinion publique est donc à vif. Et South Park diffuse un épisode où une statue de la Vierge Marie saigne par l'anus. Les associations religieuses entrent alors en croisade. Le Vatican dénonce officiellement l'épisode et Comédie Centrale finit par le retirer de sa grille. Mais Parker et Stone, eux, restent droits dans leurs bottes. Si Dieu existe, il a forcément le sens de l'humour. Et quand tout le monde pense qu'ils vont se calmer, ils choisissent une nouvelle cible. Hollywood. L'un des épisodes les plus célèbres et les plus explosifs de cette saison, Trapped in the Closet, va causer quelques surfroides au directeur de la Paramount, le groupe qui possède Comédie Centrale. Parce que Cartman y découvre les bases de la scientologie, et de façon si précise que l'église va en prendre peur. Tom Cruise est caricaturé, reclus dans un placard pendant tout l'épisode. Isaac Hayes, la voix historique de chef, et membre de la scientologie dans la vraie vie, va claquer officiellement la porte après sa diffusion.
n'avait pourtant jamais sourcillé quand son personnage commettait bien pire. Et on apprendra bien plus tard que la décision avait été prise directement par les têtes pensantes de la scientologie, sans que le comédien ait le moindre mot à dire. L'épisode sera même supprimé pendant quelques semaines, sous la pression de Tom Cruise, qui menace alors d'annuler la promotion de Mission Impossible 3. Et finalement, Chef sera mis à mort quelques semaines plus tard dans un épisode particulièrement cinglant. C'est que le monde évolue et pas forcément en bien. Les avis sont de plus en plus radicaux. Mais South Park n'est pas du genre à céder. Pitié, pitié. En 2006, la série aborde la polémique mondiale autour des caricatures de Mahomet. Il avait pourtant déjà été représenté en super-héros quelques années plus tôt. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'humour qui provoque l'indignation, c'est l'absence d'image. Comedy Central refuse de diffuser une représentation du prophète, même animée, par crainte de représailles. Trey Parker et Matt Stone s'en moquent dans 2 épisodes mémorables, où Mahomet est remplacé par une silhouette censurée. Ironie absolue, c'est la chaîne elle-même qui applique la censure. En réponse, les auteurs sont menacés de mort et échappent au moins à un attentat. Le message est clair, ce qu'on ne peut pas montrer en dit souvent bien plus que ce qu'on montre. D'ailleurs, dans certains pays, South Park n'a même pas eu le droit d'exister. Alors certains vont essayer de dégoupiller le problème en offrant une copie plus fade. Au début des années 2000, une petite révolution a eu lieu au Koweït. Un dessinateur du nom de Naïf Al-Moutawa décide de créer Block 13. Et là, dès qu'on les regarde, on comprend tout de suite. C'est du South Park, mais version arabe. 4 enfants qui traînent dans leur quartier, des situations absurdes, un design qui rappelle furieusement celui de Stan, Kyle, Cartman et Kenny, sauf qu'ils portent la tenue locale et vivent à la koweïtienne. Mais attention, ici pas de Cartman qui insulte sa mère, pas de caca Noël chantant, pas de Jésus en guerre contre le Père Noël, non. Block 13 reste beaucoup plus sage. L'humour est bon enfant, centré sur la vie de tous les jours, l'école, les voisins, les parents, les petits travers de la société, et surtout la provocation est complètement absente. Aucun blasphème, aucun sexe, et surtout aucune critique de la religion ou du pouvoir. Block 13 les contourne soigneusement. C'est une sorte de South Park calibré pour passer sous les radars de la censure locale. Et pourtant, dans le monde arabe, ça a été un petit événement. Block 13 a été la première véritable série d'animation du Golfe, diffusée sur plusieurs chaînes satellites, traduite et suivie par des gamins qui, eux aussi, avaient enfin leur cartoon interdit aux parents. Alors évidemment, cette version koweïtienne n'a pas eu l'impact culturel de South Park, mais elle prouve une chose. Même là où South Park est interdit, son esprit irrévérencieux trouve un moyen de s'infiltrer, d'inspirer et de muter. Et ça, c'est peut-être la meilleure preuve de l'influence mondiale de la série. De son côté, bien plus qu'une simple satire, la série originale devient une chronique acide de l'Amérique. L'interventionnisme militaire, les excès des stars, les délires médiatiques, les obsessions des parents, tout est passé au crible. John Edwards, célèbre médium américain, est littéralement couronné plus gros trou du cul de l'univers. Paris Hilton est présenté comme une influence néfaste pour les jeunes filles, et les fantômes de Patrick Swayze, Michael Jackson et Farrah Fawcett hantent un hôpital dans un pastiche de télé-réalité. Et pourtant, même quand on s'attend au pire, la série parvient à se renouveler et à surprendre. Prenez le personnage de Kenny, dont les morts multiples étaient une sorte de signature. Eh bien, elles ont fini par s'arrêter. Tout simplement pour ne pas céder à la facilité. On a pu également voir apparaître de nouveaux personnages, le plus emblématique restant Butters, le gentil souffre-douleur. Maman, j'ai quelque chose à te dire, t'arriveras jamais à le croire. Pas maintenant, Butters, ton père a 2 mots à te dire, il t'attend dans la cuisine et il est furieux, tu peux me croire. Parce que l'une des forces de South Park dès cette époque, c'est sa capacité à coller à l'actualité, grâce à un procédé de production unique. Chaque épisode peut être écrit, animé et finalisé en à peu près une semaine. Le documentaire 6 Days to Air en dévoile les coulisses. Des brainstorming frénétiques, des nuits blanches et une organisation qui ne laisse presque rien au hasard. Mais ce rythme-là permet à la série de commenter les événements presque en temps réel. South Park devient ainsi l'un des rares dessins animés à pouvoir répondre à l'actualité avec mordant et sarcasme. Chez nous en France, South Park est arrivé dès 1998, juste un an après ses débuts américains. Et que ce soit lors des diffusions sur Canal+, Game One ou Comédie, le choc est le même. Langage cru, blagues scatologiques, personnages outranciers, et malgré tout ça, ce qui frappe surtout, c'est le doublage. Les dialogues français sont adaptés par William Corin, qui interprète également Kyle. Et il peut compter sur les talents de Thierry Vermouth,
pour Stan, et surtout de l'inoubliable Christophe Lemoine pour Cartman. Et on m'arrête dans la rue et on me dit « Christophe Lemoine, c'est vous ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Il fait « Bravo, c'est vraiment trop sympa. » Je dis « Bah alors je continue, espèce d'enfoiré. » Et le mec fait « Oh ouais, génial. » Je dis « À bientôt, enculé. » Il me fait « Oh, trop sympa. » Voilà, bon, bah, ça va quoi. Non, c'est pas trop difficile de faire Cartman. C'est plutôt simple. Une petite équipe très serrée qui double quasiment tous les personnages. Et évidemment, celui qui a le plus marqué le public, c'est le petit gros de la bande, qui trouve en français une voix nasillarde et autoritaire qui n'a rien à envier à l'original. Les vannes passent, parfois de justesse, les jurons sont là, les insultes aussi, et pourtant, certains épisodes seront écartés ou remontés discrètement à leur arrivée sur le petit écran français. Parce que même en VF, la série a parfois heurté la sensibilité des chaînes, et certains épisodes n'ont carrément jamais été doublés. Mais pour les jeunes téléspectateurs français, South Park c'était surtout une série qu'on regardait en cachette, souvent la nuit. Comme les Simpsons ou Daria avant eux, South Park est devenu une sorte de rite de passage télévisuel. Un dessin animé qui fait autant rire que grincer, et qu'on cite en cours de récré, sans toujours comprendre ce qu'on dit. Année après année, polémique après polémique, ce qui avait commencé comme un délire d'étudiants fauchés est vite devenu l'une des franchises les plus lucratives de la télévision américaine. Mais contrairement à beaucoup de séries animées à succès, South Park ne s'est jamais calibré pour inonder le marché de produits dérivés au hasard. Chez Parker et Stone, le marketing doit rester aussi subversif que le reste. C'est comme ça qu'ils refuseront un partenariat avec Burger King, qui voulait placer les personnages dans ses menus enfants. Et puis la série continuera à décorner le monde du jouet et n'hésitera pas à parodier les géants du secteur, comme ce fut le cas avec les Chimpokomon, version locale des Pokémon qui cache évidemment un terrible secret. Hé, tu aimes les Chimpokomon? Oui. Maintenant tu peux avoir le tien. Faut que j'achète un Chimpokomon, faut que j'en achète un, faut que j'en achète un. Tu peux tous les avoir, Phoenix, Donkeytron, Pingouin, Chaussures, Lamptor, collectionne-les tous, tu pourras devenir un grand maître Chimpoko Extramon. Grand maître Chimpoko Extramon? Putain de merde! Tous les Chimpokomon sont déjà en magasin. Chimpokomon, c'est super, c'est bien le jouet numéro 1. Achetons tous des Chimpokomon. Et puis, Trey et Matt aiment également tourner de fausses publicités, que ce soit pour un Mr. Hanky au goût douteux, ou le fameux Alabama Man. Alabama Man! Alabama Man! Lui au moins c'est un mec! Emmène Alabama Man au bowling, il boira de l'alcool et chiquera du tabac! Ouais, il joue au bowling. Il joue au bowling et il picole toute la soirée! Alabama Man! Et quand sa femme lui demandera où il était passé, appuie sur le bouton action et éclate-lui la tête! Ta gueule, morue. Il va à sa femme! Il va pioncer! Alabama Man! Quel exemple pour la jeunesse, Alabama Man! Alabama Man n'est pas livré avec sa femme. Quand je te dis de te taire, connasse, t'obéis. Tout le monde ne bat pas sa femme en Alabama. Et puis, entre 98 et 2012, South Park va connaître plusieurs adaptations vidéoludiques, souvent oubliables. Mais en 2014, tout va changer avec The Stick of Truth, un RPG en 2D développé par Obsidian Entertainment qui va respecter l'univers à la lettre. Le succès est tel qu'un second volet sort en 2017. Le ton est toujours là, hein, irrévérencieux et drôle, même si l'éditeur ne proposera pas de version en français. Et dans certains pays, des scènes entières sont retravaillées pour éviter l'interdiction pure et simple. South Park n'est plus juste un cartoon, c'est un monde jouable, même si la censure passe par là. Et puis en parallèle, la série s'amuse encore une fois à mettre en scène les plus grands succès, comme World of Warcraft ou GTA, quitte à se moquer directement de son propre public. Et à chaque fois, South Park explose. C'est que les deux compères refusent de se reposer sur leur laurier. Dès 2004, ils sortent Team America World Police, un film d'action entièrement joué par des marionnettes. Des poupées en latex, des explosions réelles et des dialogues d'une vulgarité absolue. Le film ridiculise aussi bien George Bush qu'Hollywood et les stars engagées. Tout le monde en prend pour son grade, et c'est exactement ce qu'ils veulent. Et au-delà du simple scandale, Team America va révéler surtout un talent de mise en scène incroyable. Les chansons sont signées Trey Parker, les effets spéciaux sont faits à la main, et les gags sont millimétrés. Leur film leur vaut une reconnaissance critique inattendue. Ces deux provocateurs savent faire du vrai cinéma. Et pendant que les enfants de South Park continuent leur route à la télévision, les deux créateurs signent un autre exploit, le Livre de Mormon, une comédie musicale jouée à Broadway à partir de 2011. Les dialogues sont crus, les chansons irrésistibles et la satire d'une intelligence rare. Résultat, 9 Tony Awards, un Grammy et des salles pleines pendant plus de 10 ans. Un succès monumental qui prouve encore une fois qu'ils ne sont pas que des iconoclastes. Ce sont aussi d'excellents compositeurs et des dramaturges. C'est probablement ce qui est fascinant avec South Park, c'est que Trey et Matt n'ont jamais perdu leur esprit d'origine. Malgré les millions, les récompenses, les contrats géants, ils continuent de travailler dans le même studio Los Angeles, côte à côte, à écrire, doubler et superviser chaque épisode. Pas de producteur imposé, pas de hiérarchie hollywoodienne,
Juste deux potes qui depuis 30 ans font absolument ce qu'ils veulent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas peur des géants, quels qu'ils soient. Dans Band in China, Randy Marsh part y vendre sa marijuana et découvre un pays où tout, les films, les musiques, les phrases, doivent être approuvés par le parti. Dès le lendemain de la diffusion, la Chine bannit South Park. Tous les épisodes disparaissent des plateformes. Même les recherches sont effacées sur Weibo. Et la réponse officielle des créateurs à tout ça? Comme la République populaire de Chine, nous aimons l'argent et la liberté d'expression. Malheureusement, ces deux choses ne vont pas toujours ensemble. Avec eux, encore une fois, chaque blague devient un manifeste. South Park n'a donc jamais cherché à plaire, ni aux conservateurs, ni aux progressistes, ni à Disney, ni à Fox News, ni même aux militants sur Twitter. Et c'est sans doute pour ça que la série a duré aussi longtemps. Parce qu'au fond, Trey Parker et Matt Stone ne sont pas là pour défendre une idéologie. Ils sont là pour toutes les démonter. Et contrairement aux idées reçues, South Park n'est pas une série de gauchistes, mais elle n'est pas non plus une série de droitardés. Les deux créateurs se décrivent comme des libertaires culturels, moquant à la fois la bien-pensance et le puritanisme, en attaquant aussi bien la religion, la politique, les minorités, les malades, mais aussi ceux qui prétendent les défendre avec excès. C'est ce positionnement, à la fois flou, inconfortable et très corrosif, qui leur vaut autant d'ennemis que de fans. Quand Donald Trump est élu en 2016, le monde attend de South Park une véritable riposte. Et Parker et Stone vont décider de faire autre chose. Pourquoi? Eh bien parce que selon eux, la réalité avait dépassé la fiction. Caricaturer Trump devenait inutile. Ils vont donc préférer recentrer la série sur des problématiques plus larges. Les écrans, les algorithmes, l'identité, le fanatisme soft. Et surtout, ils ironiseront sur leur propre incapacité à suivre le rythme de l'époque. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des rares moments où South Park s'est montré vulnérable. Alors dans les années 2020, la série revient avec des séries très ciblées. Dans Streaming Wars, en 2022, il ridiculise la fragmentation des plateformes et la monétisation de tout type de contenu. Dans les épisodes autour de l'école, il parodie les excès du politiquement correct. Mais là encore, il joue sur la corde raide. Tu vois, le mot en D, c'est un très vilain mot. Selon qui? Selon moi. Pas pour défendre les opposants au progrès, mais pour dénoncer la manière dont toute cause peut devenir un produit. Et puis, en 2024, une annonce va secouer l'industrie du divertissement. Trey Parker et Matt Stone doivent signer un accord historique avec Paramount Global. 900 millions de dollars pour prolonger South Park jusqu'en 2027, produire 14 films exclusifs pour la plateforme Paramount+, et continuer à élargir l'univers de la série. À l'origine pensé comme un délire d'ado mal élevé, South Park devient ainsi l'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire de la télévision câblée. Et ce n'est pas une simple prolongation, c'est une forme de sanctuarisation. Parce qu'avec cet accord, les deux créateurs conservent un contrôle artistique quasi absolu sur leur œuvre. Ils pilotent désormais South Park Studio, leur propre structure de production. Pas de comité éditorial, pas de validation par une major, pas de showrunner parachuté. Ils produisent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Quitte à terrifier les diffuseurs. Ce fut le cas dernièrement avec un épisode mettant en scène Donald Trump, nu, parlant à son pénis. Le tout alors même que Paramount attendait l'autorisation du gouvernement pour racheter un concurrent. Parce que l'époque a changé, encore une fois. Et cette fois-ci, South Park s'attaque au président Orange de manière beaucoup plus frontale. Sa relation intime avec Satan est un rappel direct du personnage de Saddam Hussein dans le film sorti il y a bientôt 30 ans maintenant. Mais après 27 saisons et près de 350 épisodes, South Park a défié toutes les prédictions. Elle avance donc à coups d'improvisation, de commentaires d'actu, de vannes qui auraient pu être censurées, mais ne l'ont jamais été. Pourtant, chaque année, la question revient. South Park va-t-il trop loin ? Doit-on les laisser faire? Et pourtant, chaque année, ça continue. Parce qu'en refusant de plaire à tout le monde, Parker et Stone ont créé une chose rare. Une œuvre libre. South Park n'aurait clairement jamais dû passer la première saison. Pas avec ses enfants qui jurent, ses décors moches en carton, ses excréments chantants et ses dieux ridiculisés. Et pourtant, la série est toujours là. Plus libre que jamais, plus acide, plus lucide, plus pertinente, parfois même prophétique. Trey Parker et Matt Stone n'ont jamais promis de faire une série morale. Ils ont fait mieux. Ils ont tenu un miroir. Un miroir qui déforme, qui grossit, qui choque, mais qui présente bien souvent la vérité beaucoup mieux que les chaînes d'infos. Ok, avec l'ordinateur de mon père, on va joindre tous les enfants punis. Avant d'envoyer les messages, tu peux faire une recherche sur le mot clitoris? Oh, ok. South Park, c'est l'histoire d'un dessin animé qui a osé dire tout haut
ce que personne n'osait écrire. Et si la série a pu durer aussi longtemps, c'est pas parce qu'elle insulte tout le monde, c'est parce qu'elle ne s'est jamais laissée récupérer par personne. Alors si cette vidéo vous a rappelé pourquoi on a aimé South Park, malgré ou à cause de son mauvais goût, eh bien abonnez-vous. Et surtout dites-nous dans les commentaires quel est le pire épisode que vous avez vu. J'espère que cette vidéo vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.